Pendant plus de 2 ans, les enquêteurs ont cru que Jessica Ray Whitmore se s'était évaporée. 8 ans, un sourire discret, une fillette américaine disparue pendant des vacances familiales en Colombie. Son beau-père, Ethan Mercer, avait raconté une histoire simple. Quelques minutes d'inattention, un marché bondé, puis plus rien. Des centaines de recherches, des signalements venus de plusieurs pays, des témoignages contradictoires, et pourtant aucune trace. Peu à peu, l'affaire est devenue un dossier presque oublié. Puis un événement inattendu a tout changé. Après une grave crise cardiaque, Ethan a été hospitalisé. Sa maison devait être vidée. Lorsque des ouvriers ont commencé à démonter de vieilles étagères dans un minuscule débarras, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Derrière une cloison se cachait un espace. À l'intérieur, les autorités ont découvert des restes humains, des vêtements d'enfants, plusieurs objets personnels, et une vérité si terrifiante qu'elle allait bouleverser toute l'enquête. Jessica Ray Whitmore avait 8 ans lorsqu'elle vivait avec sa mère Lauren dans la petite ville de Silver Creek en Utah. La communauté était modeste, composée de familles qui se connaissaient depuis longtemps et qui accordaient beaucoup d'importance à la confiance entre voisins. Jessica fréquentait l'école primaire locale, aimait dessiner des animaux, collectionner des pierres colorées et passer du temps dans la bibliothèque municipale. Ses enseignants la décrivaient comme une enfant attentive, calme et curieuse. Elle participait peu en classe mais rendait toujours des travaux soignés. Plusieurs camarades disaient qu'elle était gentille avec tout le monde et qu'elle évitait les conflits. Lauren Whitmore travaillait dans un cabinet vétérinaire situé à quelques kilomètres du centre-ville. Après un divorce difficile, elle avait rencontré Ethan Mercer lors d'un événement caritatif organisé dans la région. Leur relation avait évolué rapidement. 2 ans plus tard, ils s'étaient mariés. Pour beaucoup de personnes autour d'eux, Ethan semblait être un homme stable, poli et prêt à assumer un rôle parental. Il occupait un poste technique dans une entreprise de maintenance industrielle et possédait une réputation correcte auprès de ses collègues. Lorsque Lauren parlait de lui, elle insistait souvent sur son sens de l'organisation et sur sa capacité à résoudre les problèmes pratiques du quotidien. Au début, Jessica avait semblé accepter cette nouvelle situation familiale. Des photographies prises pendant les premiers mois montraient des sorties au lac, des repas dans des restaurants locaux et plusieurs excursions dans les montagnes voisines. Pourtant, avec le temps, certaines personnes remarquèrent de petits changements. Jessica parlait moins qu'auparavant lorsqu'elle se trouvait en présence d'adultes. Une voisine expliqua plus tard aux enquêteurs que la fillette paraissait parfois y surveiller ses propres paroles avant de répondre à une question simple. Rien qui puisse être considéré comme une preuve de problème, mais suffisamment pour rester dans les mémoires après sa disparition. La meilleure amie de Lauren s'appelait Denise Harper. Elle connaissait Jessica depuis sa naissance et la voyait régulièrement. Denise remarqua que la fillette semblait particulièrement détendue lorsque sa mère était seule avec elle. En revanche, lorsque Ethan entrait dans une pièce, Jessica devenait souvent plus silencieuse. Denise n'interpréta pas immédiatement ce comportement comme un signe inquiétant. Beaucoup d'enfants réagissent différemment à l'arrivée d'un beau-parent. Néanmoins, ce détail prit une importance nouvelle lorsque l'affaire devint nationale. Quelques mois avant le voyage en Colombie, plusieurs événements attirèrent discrètement l'attention de certaines personnes proches de la famille. Lors d'une fête scolaire, Jessica refusa soudainement de participer à une activité qui nécessitait de monter dans un véhicule avec d'autres adultes bénévoles. Lorsqu'une enseignante lui demanda pourquoi, elle répondit seulement qu'elle préférait rester près de sa mère. Une autre fois, pendant une visite chez Denise, elle demanda à téléphoner à Lauren alors que celle-ci devait rentrer moins d'1 heure plus tard. Là encore, rien ne paraissait suffisamment alarmant pour déclencher une intervention. Ethan, de son côté, semblait déterminé à projeter l'image d'un foyer harmonieux. Il publiait régulièrement des photographies familiales sur les réseaux sociaux. Les commentaires étaient généralement positifs. Plusieurs habitants de Silver Creek considéraient même la famille comme un exemple de reconstruction après un divorce. Cette perception publique allait plus tard compliquer le travail des enquêteurs, car de nombreux témoins avaient du mal à imaginer Ethan impliqué dans un acte criminel. L'année précédant la disparition, Ethan commença à parler avec enthousiasme d'un voyage international. Selon lui, la famille avait besoin de vivre une expérience différente et de découvrir une nouvelle culture. Lauren n'avait jamais voyagé en Amérique du Sud, Jessica non plus. Pendant plusieurs mois, Ethan s'occupa personnellement de la majorité des réservations. Il comparait les hôtels, préparait les itinéraires et discutait souvent des activités qu'il pourrait réaliser une fois sur place. Ses proches voyaient dans cette implication une preuve de générosité. Pour Jessica, l'idée du voyage provoquait des émotions contradictoires.
Certains jours, elle semblait impatiente de prendre l'avion pour la première fois. D'autres jours, elle paraissait préoccupée. Une camarade de classe se souvint plus tard d'une conversation au son étrange. Jessica lui aurait confié qu'elle espérait que tout se passe bien pendant les vacances. Lorsque son amie lui demanda ce qu'elle voulait dire, elle changea immédiatement de sujet. Les enquêteurs découvrirent ce témoignage longtemps après les faits. À mesure que la date du départ approchait, Lorraine se concentrait sur les préparatifs habituels. Elle achetait des vêtements adaptés au climat, vérifiait les documents de voyage et informait ses collègues de son absence. Ethan continuait à gérer les détails logistiques. Il semblait particulièrement attentif à certains aspects administratifs, notamment les billets et les formalités d'identification. À l'époque, personne ne trouva cela inhabituel. Après tout, il était normal qu'un adulte organisé prenne en charge ce type de tâches. Quelques jours avant le départ, la famille participa à un barbecue organisé chez des voisins. Plusieurs personnes étaient présentes. Jessica passa une grande partie de la soirée à jouer avec d'autres enfants. Pourtant, lorsqu'il fut temps de rentrer, un témoin remarqua qu'elle hésitait avant de monter dans le véhicule familial. L'observation aurait probablement été oubliée pour toujours si la disparition n'avait pas bouleversé la ville entière. Après coup, chaque souvenir semblait acquérir une signification potentielle. Le soir précédant le voyage, Lorraine prit photographie de Jessica dans sa chambre. La fillette tenait un petit carnet où elle comptait noter ses impressions pendant les vacances. Elle souriait à l'objectif. Cette image deviendrait plus tard l'une des photographies les plus diffusées de l'affaire. Pour les habitants de Silver Creek, elle représenterait longtemps le dernier instant d'apparente normalité, avant qu'un mystère terrifiant ne commence à se former autour de la famille Whitmore et de l'homme que presque tout le monde croyait connaître. Après la disparition, plusieurs souvenirs anciens furent réexaminés par les enquêteurs. Une bibliothécaire se rappela que Jessica empruntait souvent des livres sur les voyages et les animaux, mais qu'elle avait récemment choisi des ouvrages traitant de secrets et de cachettes. Un autre entraîneur sportif mentionna qu'elle observait davantage qu'elle ne participait aux activités collectives. Une autre voisine raconta avoir entendu une dispute étouffée entre Lorraine et Ethan quelques semaines avant le départ, sans parvenir à distinguer les mots prononcés. Aucun de ces éléments ne semblait décisif pris séparément. Ensemble, ils dessinaient pourtant le portrait d'une famille moins sereine qu'elle n'en avait l'air. Dans les jours qui précédèrent le voyage, Jessica continua malgré tout à suivre sa routine habituelle. Elle alla à l'école, rendit ses devoirs, joua avec ses amis et parla de l'avion qu'elle allait bientôt prendre. Personne ne pouvait imaginer que cet enfant apparemment ordinaire se trouvait au seuil d'un événement qui transformerait sa vie et marquerait durablement toute la région pour les décennies à venir. Le voyage débuta tôt un matin de printemps. Lorraine, Ethan et Jessica quittèrent Silver Creek avant l'aube afin de rejoindre l'aéroport. Pour Jessica, il s'agissait de son premier vol international. Malgré la fatigue, elle regardait constamment par la fenêtre du véhicule et posait des questions sur tout ce qui l'entourait. Lorraine prit plusieurs photographies pendant le trajet. Sur ces images, la fillette semblait détendue. Ethan conduisait et plaisantait régulièrement afin de maintenir une ambiance légère. Après plusieurs heures de voyage et une correspondance, la famille arriva finalement en Colombie. Ils devaient passer une dizaine de jours dans différentes villes avant de rentrer aux États-Unis. Le programme avait été préparé presque entièrement par Ethan. Il comprenait des visites culturelles, des marchés traditionnels, des excursions guidées et quelques journées de repos. Les premiers jours se déroulèrent sans incidents apparents. Jessica semblait fascinée par les nouvelles odeurs, les rues animées et les paysages qu'elle découvrait. Elle remplissait soigneusement le petit carnet qu'elle avait emporté depuis l'Utah. Lorraine racontait plus tard que sa fille notait des observations simples sur les lieux visités, les plats dégustés et les personnes rencontrées. Pourtant, plusieurs détails inhabituels commencèrent à apparaître. Le troisième jour, dans le hall de leur hôtel, une employée remarqua Jessica assise seule près d'une fenêtre. La fillette regardait la rue sans toucher au livre qu'elle tenait dans ses mains. Lorsque l'employé lui demanda si tout allait bien, Jessica répondit rapidement que oui. Cependant, selon le témoignage recueilli plus tard, elle paraissait nerveuse et vérifiait régulièrement si quelqu'un approchait. Le soir même, un serveur du restaurant de l'hôtel remarqua une courte tension entre Ethan et Jessica. Rien de spectaculaire. L'homme expliqua simplement que la fillette avait renversé un verre d'eau et qu'Ethan avait réagi avec une irritation qui lui avait semblé disproportionnée. Lorraine aurait immédiatement tenté d'apaiser la situation. À l'époque, personne ne jugea nécessaire de signaler quoi que ce soit. Les jours suivants, la famille visita plusieurs sites touristiques. Les photographies retrouvées plus tard
montrèrent des sourires, des paysages magnifiques et des activités familiales apparemment ordinaires. Ces images joueraient un rôle important dans l'enquête, car elles contribueraient longtemps à renforcer l'idée qu'aucun problème majeur n'existait au sein du foyer. Pourtant, derrière les photographies, certaines choses semblaient moins normales. Dans son carnet, Jessica écrivit plusieurs phrases qui attiraient l'attention des enquêteurs après sa disparition. Une note mentionnait qu'elle avait hâte de rentrer à la maison. Une autre indiquait qu'elle ne voulait plus participer à certaines excursions. Aucune explication n'accompagnait ces remarques. Lauren ne découvrit jamais ces passages à l'époque. Quelques jours avant la disparition, la famille s'installa dans un autre hôtel situé près d'un quartier touristique très fréquenté. Le secteur attirait chaque jour des milliers de visiteurs. Des marchés, restaurants et des spectacles de rue animaient constamment les environs. Selon le récit officiel présenté plus tard par Ethan, cette partie du voyage devait être le point culminant des vacances. Avec sa disparition, un instant étrange se produisit. En début de soirée, Jessica fut vue seule s'offrant dans un couloir de l'hôtel. Une femme canadienne en vacances remarqua que la fillette semblait pleurer discrètement. Elle lui demanda si elle cherchait quelqu'un. Jessica répondit qu'elle allait retrouver sa mère, puis repartit rapidement. Lorsque les enquêteurs retrouvèrent cette touriste plusieurs mois plus tard, elle affirma rester marquée par cette rencontre. Selon elle, Jessica n'avait pas l'air d'une enfant perdue. Elle avait plutôt l'air d'une enfant inquiète. Cette nuance allait devenir importante. Plus tard dans la soirée, Lauren affirma que tout s'était déroulé normalement. La famille avait dîné ensemble avant de retourner dans sa chambre. Jessica s'était couchée relativement tôt. Ethan confirma cette version. Pourtant, les enregistrements de l'hôtel révélèrent plus tard quelque chose d'étrange. Peu avant minuit, Ethan fut aperçu quittant brièvement l'étage où se trouvait leur chambre. Les images étaient de mauvaise qualité et ne permettaient pas de déterminer précisément ce qu'il faisait. Lors de son premier interrogatoire, il expliqua simplement être descendu acheter des boissons. Les enquêteurs n'accordèrent d'abord qu'une importance limitée à cette information. Le lendemain matin, la famille prévoyait de visiter un marché célèbre. Lauren se souvenait d'une Jessica inhabituellement silencieuse au petit déjeuner. Elle attribua cela à la fatigue accumulée pendant le voyage. Pendant la promenade qui suivit, plusieurs témoins virent effectivement la famille circuler dans les rues commerçantes. Les caméras de surveillance confirmèrent leur présence dans différents secteurs du quartier. Cependant, certains détails commençaient déjà à compliquer la future enquête. À plusieurs reprises, Jessica fut observée marchant légèrement en retrait derrière Ethan et Lauren. Un vendeur affirma plus tard qu'elle semblait vouloir attirer l'attention de sa mère sans jamais terminer ses phrases. Un autre témoin déclara avoir entendu une courte discussion tendue entre Ethan et la fillette près d'un de souvenir. Aucun enregistrement sonore ne permit de confirmer ces affirmations. En début d'après-midi, la famille s'arrêta pour acheter des boissons fraîches. C'est à partir de ce moment que les événements devinrent confus. Selon Ethan, Jessica se trouvait juste à côté de lui lorsqu'il passa sa commande. Il détourna les yeux quelques instants pour payer. Lorsqu'il se retourna, elle avait disparu. Lauren, qui regardait des articles dans une boutique voisine, fut immédiatement alertée. Les recherches commencèrent presque aussitôt. Pendant les premières minutes, personne ne semblait réellement paniqué. Beaucoup pensaient qu'une enfant curieuse s'était simplement éloignée dans la foule. Mais les minutes devinrent des heures. Puis les heures devinrent une nuit entière. La police locale fut prévenue. Les agents interrogèrent les commerçants, examinèrent les images disponibles et organisèrent des recherches dans le quartier. Très rapidement, plusieurs témoignages contradictoires apparurent. Certaines personnes affirmaient avoir vu Jessica marcher seule. D'autres étaient convaincus qu'elle se trouvait avec un homme adulte inconnu. Une vendeuse déclara même avoir aperçu une fillette ressemblant fortement à Jessica montée dans un véhicule stationné à quelques rues du marché. Aucun de ces témoignages ne pouvait être vérifié avec certitude. Lorsque la nuit tomba, Lauren était inconsolable. Ethan participait activement aux recherches et répondait aux questions des policiers. Aux yeux de la plupart des observateurs, il semblait être un beau-père désespéré essayant de retrouver sa belle-fille. Pourtant, parmi les nombreux rapports recueillis ce jour-là, un détail allait plus tard intriguer les enquêteurs. Plusieurs témoins se souvenaient parfaitement du visage paniqué de Lauren. En revanche, lorsqu'ils décrivaient Ethan, beaucoup utilisaient le même mot, calme. À ce moment-là, personne n'y prêta réellement attention. Mais lorsque les mois passèrent sans la moindre trace de Jessica Ray Whitmore, les enquêteurs commencèrent à relire chaque déclaration. Et certains détails qui paraissaient insignifiants le jour de la disparition commencèrent lentement à prendre une signification beaucoup plus inquiétante. Les premières 48 heures suivant la disparition de Jessica furent considérées comme cruciales. Dès le lendemain matin,
les autorités colombiennes élargissent considérablement le périmètre des recherches. Des policiers parcoururent les rues du quartier touristique, inspectèrent des bâtiments abandonnés, interrogèrent des commerçants et distribuèrent des photographies de la fillette. Des bénévoles rejoignirent rapidement les opérations. L'affaire attira l'attention des médias locaux avant de commencer à franchir les frontières. Lauren n'avait pratiquement pas dormi. Chaque appel téléphonique lui donnait l'espoir d'une bonne nouvelle. Chaque nouvelle piste semblait pouvoir conduire à Jessica. Pourtant, à mesure que les heures passaient, les enquêteurs se retrouvaient face à un problème majeur. Personne ne parvenait à établir avec certitude ce qui était arrivé après les derniers instants connus de la fillette. Les images de surveillance constituaient la priorité absolue. Des dizaines de caméras provenant de boutiques, de restaurants et d'immeubles voisins furent analysées. Plusieurs enregistrements montraient Jessica en compagnie de sa famille au cours de la journée. Puis, brusquement, elle cessait d'apparaître. Cette absence surprit les enquêteurs. Dans une zone aussi fréquentée, il semblait improbable qu'une enfant puisse disparaître complètement sans être captée par d'autres caméras quelques minutes plus tard. Certains spécialistes commencèrent à envisager la possibilité qu'elle ait quitté rapidement le secteur à bord d'un véhicule. Pendant ce temps, Ethan répétait inlassablement sa version des faits. Selon lui, tout s'était déroulé en quelques secondes. Jessica était à ses côtés lorsqu'il acheta des boissons. Il avait détourné son attention brièvement. Ensuite, elle n'était plus là. Lors de son premier interrogatoire officiel, son récit paraissait cohérent. Les policiers ne détectèrent aucune contradiction majeure. Lauren confirmait d'ailleurs la plupart des éléments qu'il décrivait. Cependant, les enquêteurs continuèrent à vérifier chaque détail. Un élément particulier attira leur attention. L'horaire exact de la disparition semblait fluctuer légèrement selon les témoignages d'Ethan. Dans une première déclaration, il parlait d'un moment situé peu après le déjeuner. Dans une autre, il évoquait une heure légèrement différente. L'écart était faible mais suffisant pour être noté dans le dossier. À ce stade, personne ne considérait cela comme une preuve de culpabilité. La pression médiatique augmentait rapidement. Des chaînes de télévision américaines commencèrent à diffuser le portrait de Jessica. Son visage apparaissait sur les réseaux sociaux, dans les journaux et sur les affiches distribuées dans plusieurs régions. L'histoire d'une fillette américaine disparue pendant des vacances internationales suscitait une forte émotion. Très vite, les enquêteurs reçurent des centaines de signalements. Une femme affirma avoir vu Jessica dans une gare routière. Un chauffeur déclara l'avoir aperçue près d'une station-service. Un commerçant prétendit qu'elle se trouvait dans une ville située à plusieurs heures de route. Chaque piste fut examinée. Chaque piste s'effondra. Pendant ce temps, un nouveau personnage entra dans l'enquête. Les policiers identifièrent un homme local ayant déjà fait l'objet de plusieurs signalements liés à des approches suspectes envers des enfants. Il fréquentait régulièrement les environs du marché où Jessica avait disparu. Son nom apparut rapidement dans plusieurs rapports. Lorsque les médias découvrirent son existence, il devint presque immédiatement le principal suspect aux yeux du public. Les enquêteurs fouillèrent son domicile. Ils examinèrent ses déplacements. Ils analysèrent ses communications. Pendant plusieurs semaines, de nombreuses personnes furent persuadées que l'affaire était sur le point d'être résolue. Mais aucune preuve ne reliait cet homme à Jessica. Finalement, il fut écarté de l'enquête. Cette décision provoqua une immense frustration chez Lauren. Elle avait espéré que les autorités étaient proches de la vérité. Au lieu de cela, elle revenait au point de départ. Les recherches continuèrent malgré tout. Des zones rurales furent inspectées. Des équipes spécialisées utilisèrent des chiens de recherche. Des rivières furent examinées. Des bâtiments abandonnés furent fouillés. Les semaines devinrent des mois. Puis un événement inattendu survint. Une photographie circula sur Internet. Elle semblait montrer une fillette ressemblant fortement à Jessica dans une autre région du pays. L'image était floue mais suffisamment convaincante pour relancer l'espoir. Les enquêteurs travaillèrent plusieurs jours sur cette piste. Ils retrouvèrent finalement l'enfant présente sur la photo. Ce n'était pas Jessica. Une nouvelle déception. À mesure que les mois passaient, certains enquêteurs commencèrent à étudier davantage le cercle familial. Cette démarche était normale dans les affaires impliquant des enfants disparus. Les proches sont systématiquement examinés afin d'éliminer toutes les possibilités. Lauren coopéra pleinement. Ethan également. Il répondait aux questions, participait aux conférences de presse et répétait qu'il voulait seulement retrouver Jessica. Pour beaucoup d'observateurs, son comportement semblait irréprochable. Pourtant, certains enquêteurs remarquèrent quelque chose. Chaque fois qu'on lui demandait de décrire précisément les dernières minutes avant la disparition, Ethan fournissait beaucoup de détails sur son propre comportement, mais relativement peu sur celui de Jessica.
Cette observation fut mentionnée dans plusieurs notes internes. Rien de décisif, simplement étrange. Par ailleurs, les policiers découvrirent qu'Ethan avait été la dernière personne connue à avoir passé du temps seul avec Jessica avant leur arrivée au marché. Là encore, cela ne prouvait rien. Dans une famille, ce genre de situation est fréquent. Malgré tout, son nom commença discrètement à apparaître dans certaines discussions d'enquête. Pendant ce temps, Lorraine refusait de croire qu'un membre de sa famille puisse être impliqué. Elle défendait publiquement son mari. Elle insistait sur le fait qu'il souffrait lui aussi de la disparition. Cette unité familiale apparente contribua à détourner l'attention d'Ethan durant une longue période. La sphère continua donc à suivre principalement la piste d'un enlèvement commis par un inconnu. Mais les résultats demeuraient inexistants. Un an après la disparition, les enquêteurs possédaient des milliers de pages de rapports, des centaines de témoignages et presque aucune certitude. Puis une découverte administrative allait modifier discrètement leur perception de l'affaire. En examinant certains documents liés au voyage, un enquêteur remarqua plusieurs irrégularités mineures dans la façon dont certains billets et réservations avaient été organisés par Ethan. Ces anomalies n'étaient pas suffisamment importantes pour justifier une accusation. Cependant, elles soulevèrent une question troublante. Et cette disparition n'était pas un événement improvisé? Et si quelqu'un avait préparé certaines choses à l'avance? Sans que le public en soit informé, une partie de l'équipe commença à réexaminer minutieusement tous les actes d'Ethan Mercer avant, pendant et après le voyage. Ils étaient encore loin d'imaginer jusqu'où cette décision allait les conduire. 2 années plus tard, lorsqu'une cloison serait ouverte dans un petit débarras de Silver Creek, ils comprendraient enfin que la vérité n'avait peut-être jamais quitté les États-Unis. Lorsque la première année de l'enquête approcha de sa fin, l'affaire Jessica Ray Whitmore semblait bloquée. Les médias continuaient parfois d'évoquer sa disparition, mais l'attention nationale commençait à diminuer. Pour Lauren, rien n'avait changé. Chaque matin commençait avec l'espoir d'un appel. Chaque soir se terminait avec la même absence de réponse. En coulisses, pourtant, certains enquêteurs poursuivaient discrètement une nouvelle direction. Les irrégularités découvertes dans les documents du voyage n'étaient pas spectaculaires. Il ne s'agissait pas de faux papiers évidents ou de preuves criminelles directes. Cependant, plusieurs réservations effectuées par Ethan présentaient des modifications de dernière minute difficiles à expliquer. Certaines confirmations avaient été imprimées plusieurs fois. Quelques détails administratifs semblaient avoir été corrigés manuellement. Les policiers décidèrent donc d'examiner plus attentivement les semaines précédant le départ. Ils interrogèrent d'anciens collègues, des voisins et plusieurs proches de la famille. C'est à ce moment que de nouveaux témoignages commencèrent à émerger. Une voisine se rappela qu'Ethan avait effectué d'importants travaux dans sa maison quelques mois avant le voyage. Selon elle, il avait consacré de nombreux week-ends à modifier une partie du sous-sol et plusieurs espaces de rangement. À l'époque, cela n'avait rien eu d'inhabituel. Ethan aimait bricoler et améliorer sa propriété. Les enquêteurs notèrent néanmoins l'information. Un ancien collègue mentionna également Ethan avait pris plusieurs jours de congé inhabituels dans les mois précédant les vacances. Lorsqu'on lui avait demandé pourquoi, il avait simplement répondu qu'il préparait des projets personnels à la maison. Là encore, rien de criminel. Mais le dossier commençait lentement à prendre une autre forme. Pendant ce temps, les spécialistes chargés d'analyser les communications téléphoniques poursuivaient leur vérification. Ils découvrirent que plusieurs appels passés depuis le téléphone d'Ethan autour de la période du voyage avaient disparu des relevés les plus facilement accessibles. Obtenir les données complètes nécessitait des démarches supplémentaires. Lorsque les informations finirent par être récupérées, un détail surprit les enquêteurs. Dans les semaines précédant le départ, Ethan avait eu plusieurs échanges avec un numéro prépayé difficile à identifier. Le propriétaire du téléphone resta inconnu. Les appels eux-mêmes n'étaient pas suffisamment nombreux pour constituer une preuve. Pourtant, ils soulevèrent davantage de questions. Pourquoi utiliser ce type de numéro? Pourquoi cesser brusquement toute communication après la disparition? Les enquêteurs tentèrent de remonter la piste, sans succès. Puis survint un témoignage encore plus troublant. Une enseignante de Jessica accepta un nouvel entretien plusieurs mois après la disparition. Au cours de cette conversation, elle se souvint d'un épisode qu'elle avait initialement considéré comme sans importance. Quelques semaines avant le voyage, Jessica avait rédigé une rédaction scolaire sur les vacances. La majorité des enfants avaient écrit des textes enthousiastes, Jessica aussi. Mais une phrase particulière avait retenu l'attention de l'enseignante. La fillette avait écrit qu'elle espérait pouvoir revenir à la maison comme prévu. À l'époque, cette remarque semblait parfaitement anodine.
Après la disparition, elle paraissait beaucoup plus étrange. Les enquêteurs cherchèrent alors à comprendre si Jessica avait manifesté d'autres inquiétudes similaires. Peu à peu, plusieurs souvenirs remontèrent à la surface. Une amie de Lauren se rappela que Jessica demandait souvent à connaître précisément les dates de retour du voyage. Un voisin affirma qu'elle semblait obsédée par l'idée de rentrer à Silver Creek avant la reprise des cours. Une bibliothécaire mentionna même que la fillette avait emprunté plusieurs livres sur les cartes et les itinéraires. Individuellement, ces détails restaient faibles. Collectivement, ils dessinaient l'image d'une enfant préoccupée par quelque chose qu'elle n'expliquait à personne. Pendant ce temps, Ethan continuait à coopérer officiellement avec les autorités. Il participait à des interviews. Il apparaissait lors d'événements organisés pour maintenir l'attention sur l'affaire. Il soutenait publiquement Lauren. Pour beaucoup de personnes, il incarnait toujours le beau-père dévoué victime d'une tragédie. Pourtant, certains enquêteurs commencèrent à ressentir un malaise difficile à définir. Ils observaient que ces émotions semblaient parfois apparaître aux moments les plus utiles médiatiquement. Lors des conférences de presse, il pouvait paraître profondément affecté. Mais lors de certains entretiens privés, il semblait étonnamment détaché. Cette impression subjective ne pouvait évidemment pas servir de preuve. Elle alimentait cependant les doutes. Quelques mois plus tard, une nouvelle piste surgit. Un chauffeur de taxi colombien fut identifié grâce à un ancien registre touristique. L'homme affirma avoir transporté Ethan seul tard dans la soirée précédant la disparition. Selon lui, le client lui avait demandé de le conduire dans un secteur résidentiel éloigné des zones touristiques. Cette déclaration posait problème. Ethan avait toujours affirmé être resté à l'hôtel cette nuit-là, à l'exception d'une courte sortie pour acheter des boissons. Il répondit qu'il ne se souvenait pas précisément de tous ses déplacements après autant de temps. L'explication restait plausible, mais une nouvelle contradiction venait d'apparaître. Les enquêteurs commencèrent alors à reconstituer heure par heure les derniers jours précédant la disparition. Plus ils travaillaient, plus le comportement d'Ethan semblait difficile à comprendre. Certaines actions paraissaient inutiles, d'autres semblaient dissimulées. Aucune n'était clairement criminelle. Mais l'ensemble formait un tableau de plus en plus préoccupant. Lauren fut informée que son mari intéressait davantage les enquêteurs. La nouvelle provoqua une violente dispute au sein du couple. Selon plusieurs proches, Lauren refusa catégoriquement de croire qu'Ethan puisse être impliqué. Elle considérait les soupçons comme une tentative désespérée de trouver un responsable. Pendant plusieurs mois encore, elle continua à le défendre. Cette réaction compliqua considérablement l'enquête. Malgré leurs interrogations croissantes, les policiers ne possédaient toujours aucune preuve matérielle. Pas de témoins directs, pas d'ADN, pas d'image vidéo décisive, pas de corps. Sans éléments concrets, l'affaire restait juridiquement fragile. Les mois continuèrent donc à passer. Puis un événement inattendu survint dans la vie personnelle d'Ethan. Ses relations avec Lauren commencèrent à se détériorer. La disparition avait laissé des blessures profondes. Les disputes devenaient plus fréquentes. Plusieurs proches observèrent que le couple semblait vivre sous une pression constante. Finalement, ils commencèrent à mener des vies largement séparées. Cette évolution intéressa les enquêteurs pour une raison simple. À mesure que la relation se fragilisait, Ethan devenait moins prudent. Il commençait à faire des déclarations contradictoires. S'il oubliait certains détails de ses récits précédents, il se montrait parfois agacé lorsque l'enquête était évoquée. Ces changements furent soigneusement documentés. Pour la première fois depuis longtemps, certains membres de l'équipe eurent le sentiment de s'approcher d'une vérité. Ils ignoraient encore laquelle, mais ils savaient désormais une chose. Si Jessica avait réellement été enlevée par un inconnu dans un marché colombien, alors Ethan était l'homme le plus malchanceux du monde. Et si ce n'était pas le cas, alors il cachait quelque chose d'extrêmement important depuis le premier jour. La deuxième année de l'enquête débuta avec un mélange de frustration et d'épuisement. Les autorités possédaient davantage de questions que de réponses. Malgré les incohérences relevées dans les déclarations d'Ethan Mercer, aucune preuve tangible ne permettait d'établir un lien direct entre lui et la disparition de Jessica. Pour le public, l'affaire semblait s'éteindre. Pour les enquêteurs, elle devenait plus complexe. Au fil des mois, plusieurs pistes qui avaient autrefois semblé prometteuses s'effondrèrent définitivement. Une femme vivant dans un autre pays affirma avoir hébergé une enfant ressemblant fortement à Jessica. Après vérification, il s'agissait d'une erreur d'identification. Quelques semaines plus tard, une photographie diffusée sur les réseaux sociaux déclencha une nouvelle vague d'espoir. L'image montrait une fillette du même âge dans un centre commercial. Des milliers de personnes partagèrent la publication. Les enquêteurs retrouvèrent rapidement l'enfant. Elle n'avait aucun lien avec l'affaire. Puis vint une autre piste. Un homme prétendit avoir assisté à un enlèvement
près du marché le jour de la disparition. Son récit semblait détaillé et convaincant. Malheureusement, son histoire changea plusieurs fois lorsqu'il fut interrogé plus en profondeur. Il cherchait principalement l'attention médiatique. Une fois encore, le dossier revenait à son point de départ. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivaient discrètement leur vérification concernant Ethan. L'analyse de ses finances révéla plusieurs dépenses inhabituelles effectuées dans les mois précédant le voyage. Certaines concernaient des matériaux de construction. D'autres étaient liées à des systèmes de verrouillage et à des équipements destinés à l'aménagement intérieur. Aucune transaction n'était illégale. Cependant, les achats correspondaient précisément à la période où plusieurs voisins l'avaient vu entreprendre d'importants travaux dans sa maison. Les policiers tentèrent alors d'obtenir davantage d'informations. Ils découvrirent qu'Ethan avait payé une partie des matériaux en espèces. Cette pratique n'avait rien d'illégal, mais compliquait considérablement la reconstitution des événements. Pendant plusieurs semaines, des enquêteurs examinèrent des photographies anciennes de la propriété. Ils comparèrent les plans de la maison avant et après les rénovations. Ils étudièrent les permis de travaux disponibles. Rien n'indiquait l'existence d'une pièce secrète ou d'un espace dissimulé. L'absence de résultats provoqua une nouvelle déception. Pourtant, certains policiers refusaient d'abandonner cette direction. Selon eux, trop d'éléments continuaient à pointer vers Ethan. Pas suffisamment pour l'accuser, mais trop pour l'ignorer. À la même période, Lauren commença à prendre ses distances. La disparition de Jessica y avait détruit une grande partie de sa confiance. Les années de souffrance avaient transformé sa relation avec Ethan. Les disputes devenaient plus fréquentes et plus intenses. Un soir, après une altercation particulièrement violente, Lauren quitta temporairement la maison. Cet événement marqua un tournant important. Pour la première fois depuis longtemps, certains proches se sentirent suffisamment à l'aise pour parler ouvertement aux enquêteurs. Une amie de Lauren, qu'elle avait toujours trouvé étrange la façon dont Ethan contrôlait certains aspects de la vie familiale. Un ancien voisin décrivit un homme très soucieux de son image publique. Un autre témoin se souvenait qu'Ethan détestait les visites imprévues à son domicile. Pris isolément, ce témoignage restait faible. Ensemble, ils renforçaient l'impression que quelque chose demeurait caché derrière l'apparence ordinaire du beau-père. Puis survint un incident qui allait attirer l'attention des enquêteurs. Un technicien chargé de réparer une installation électrique dans la maison d'Ethan rapporta une observation étrange. Selon lui, certaines zones du sous-sol semblaient avoir été modifiées plusieurs fois. Des cloisons avaient été déplacées. Des espaces de rangement avaient été agrandis. D'autres avaient été condamnés. Le technicien n'y avait vu aucun problème particulier sur le moment. Cependant, après avoir entendu parler de l'affaire, il jugea utile de signaler ce souvenir. Les policiers notèrent soigneusement son témoignage. Malgré tout, il se heurtait toujours au même obstacle. Sans mandat solide, il ne pouvait pas entreprendre des fouilles invasives de la propriété. L'enquête avançait donc lentement. Très lentement. Pendant ce temps, Ethan continuait à vivre dans la maison. Il travaillait toujours. Il évitait autant que possible les médias, et il semblait convaincu que l'affaire finirait par disparaître complètement. Les mois passèrent. Puis, au début de la 3e année suivant la disparition, un événement totalement imprévu bouleversa la situation. Par une froide matinée, Ethan fut victime d'une grave crise cardiaque. Les secours furent appelés en urgence. Il survécut, mais son état nécessita une longue hospitalisation. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté. Pour la plupart des habitants, il s'agissait simplement d'une tragédie supplémentaire dans une affaire déjà marquée par le malheur. Personne n'imaginait encore les conséquences de cet événement. Pendant son hospitalisation, plusieurs questions administratives apparurent rapidement. Les frais médicaux étaient importants. La situation financière d'Ethan se dégrada. Certaines démarches concernant sa propriété furent engagées. Finalement, il devint nécessaire de vider une grande partie de la maison avant une possible vente. Une entreprise spécialisée fut chargée de l'opération. Pour les ouvriers, il ne s'agissait que d'un travail ordinaire. Transporter des meubles, retirer des étagères, nettoyer des pièces rarement utilisées. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Le premier jour se déroula normalement, le deuxième également. Puis, au cours d'une intervention dans une petite zone de rangement située à l'arrière du sous-sol, un employé remarqua quelque chose d'inhabituel. Une série d'étagères semblait solidement fixée à un mur, alors qu'aucune nécessité structurelle ne l'exigeait. L'homme pensa d'abord à une simple particularité de construction. Cependant, en observant plus attentivement, il remarqua des différences dans les matériaux utilisés. Certaines vis paraissaient beaucoup plus récentes que le reste de l'installation. Intrigué, il en parla à son responsable.
Cette décision allait changer toute l'affaire. À ce moment précis, personne dans cette maison ne savait encore qu'il se trouvait à quelques centimètres seulement d'un secret capable de renverser 2 années entières d'enquête et de révéler une vérité plus terrifiante que toutes les théories imaginées jusque-là. Le responsable de l'équipe de nettoyage ne pensait pas découvrir quoi que ce soit d'important lorsqu'il examina la zone signalée par son employé. La maison contenait plusieurs espaces de rangement modifiés au fil des années, et il n'était pas rare de trouver des étagères installées de façon inhabituelle. Pourtant, quelque chose attirait effectivement l'attention. Le mur derrière les étagères ne ressemblait pas aux autres surfaces du sous-sol. Les matériaux étaient légèrement différents. Certaines parties semblaient plus récentes. Surtout, les dimensions de la pièce paraissaient incohérentes lorsqu'elles étaient comparées aux plans généraux de la maison. Après une courte discussion, les ouvriers décidèrent de démonter une partie de la structure. Au début, rien d'étrange n'apparut. Puis l'un d'eux remarqua un espace vide derrière les panneaux. Il s'installa immédiatement. L'ouverture était étroite mais suffisamment grande pour révéler qu'il existait une cavité cachée derrière la cloison. Pensant d'abord à un ancien espace technique, les employés élargirent légèrement l'accès. Quelques secondes plus tard, l'un d'eux recula brusquement. Il venait d'apercevoir ce qui ressemblait à des vêtements d'enfants. Les travaux cessèrent immédiatement. Les autorités furent contactées. Lorsque les premiers agents arrivèrent sur place, personne n'avait encore pénétré dans l'espace dissimulé. La zone fut sécurisée. Des spécialistes de la police scientifique furent appelés. Les enquêteurs commencèrent alors à examiner méthodiquement la cloison. Très vite, ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un simple vide de construction. Quelqu'un avait délibérément créé cet espace. L'aménagement était rudimentaire mais soigneusement dissimulé. Les matériaux utilisés correspondaient à plusieurs achats effectués par Ethan au cours des années précédentes. Lorsque les techniciens pénétrèrent finalement à l'intérieur, ils découvrirent des objets qui allaient immédiatement faire renaître l'affaire Jessica Whitmore. Près d'un mur reposaient plusieurs effets personnels, un petit sac à dos, des vêtements, un carnet abîmé, et d'autres objets appartenant clairement à une enfant. Quelques minutes plus tard, la découverte la plus terrible fut confirmée. Des restes humains se trouvaient également dans l'espace caché. L'atmosphère changea instantanément. Les policiers présents comprirent qu'ils venaient peut-être de résoudre l'un des plus grands mystères de ces dernières années. Les analyses commencèrent immédiatement. Pendant ce temps, les autorités informèrent les responsables de l'enquête initiale. Des agents ayant travaillé sur la disparition de Jessica depuis le premier jour furent rappelés. Beaucoup eurent du mal à croire ce qu'ils entendaient. Pendant plus de 2 ans, ils avaient cherché une enfant supposément disparue en Colombie. Et voilà qu'elle venait peut-être d'être retrouvée dans une maison de l'Utah. La nouvelle resta confidentielle pendant plusieurs jours afin de préserver l'intégrité de l'enquête. Les experts médico-légaux travaillèrent sans interruption. Chaque objet fut photographié. Chaque surface fut analysée. Chaque détail fut documenté. Rapidement, plusieurs éléments établirent un lien extrêmement fort avec Jessica. Le sac à dos correspondait à celui visible sur certaines photographies familiales. Des vêtements étaient identifiés par Lauren comme appartenant à sa fille. Le carnet retrouvé dans l'espace caché s'avéra être celui que Jessica avait emporté pendant les vacances. Lorsque Lauren fut contactée par les autorités, elle crut d'abord à une erreur. Elle avait passé plus de 2 ans à imaginer toutes sortes de scénarios. Jamais elle n'avait envisagé celui-ci. Les enquêteurs lui demandèrent d'examiner certains objets. Sa réaction confirma immédiatement leur importance. Elle reconnut plusieurs effets personnels sans la moindre hésitation. L'identification scientifique allait prendre davantage de temps, mais les policiers comprenaient déjà que l'affaire venait de basculer. Pendant ce temps, Ethan se trouvait toujours à l'hôpital. Les enquêteurs décidèrent de surveiller étroitement ses communications. Ils craignaient qu'il apprenne la découverte avant qu'ils puissent l'interroger. Cependant, la nouvelle finit inévitablement par lui parvenir. Selon plusieurs témoins présents ce jour-là, sa réaction fut étrange. Il ne demanda pas immédiatement quels objets avaient été retrouvés. Il ne demanda pas non plus comment la découverte avait été faite. Sa première question fut différente. Les ouvriers ont trouvé quoi exactement? Cette formulation attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Au cours des jours suivants, les analyses continuèrent. Puis arrivèrent les premiers résultats scientifiques. L'ADN extrait des restes humains correspondait à Jessica Ray Whitmore. La confirmation fut définitive. L'enfant disparu avait été retrouvé. Mais cette révélation ne faisait qu'ouvrir une série de nouvelles questions. Comment Jessica avait-elle pu se retrouver dans cette maison? Pourquoi son corps se trouvait-il dans un espace caché construit par Ethan? Comment une fillette supposément disparue dans un marché colombien avait-elle fini dans un débarras de Silver Creek?
Les enquêteurs entreprirent alors une réévaluation complète de l'affaire. Ils reprirent chaque témoignage, chaque facture, chaque relevé téléphonique, chaque déplacement. Et plus ils avançaient, plus un schéma précis commençait à émerger. L'histoire racontée par Ethan depuis le premier jour présentait désormais un problème fondamental. Pour qu'elle soit vraie, il aurait fallu croire qu'une enfant enlevée en Colombie avait ensuite été transportée clandestinement jusqu'à une maison de l'Utah sans qu'aucun élément ne le révèle pendant plus de 2 ans. Cette hypothèse devenait pratiquement impossible. Les enquêteurs commencèrent alors à envisager une conclusion bien plus inquiétante. Jessica n'avait peut-être jamais disparu dans le marché. Le marché n'était peut-être semi-saine. Cette théorie paraissait d'abord presque inconcevable. Pourtant, plusieurs éléments commencent à soutenir. Les travaux effectués dans la maison, les incohérences administratives, les contradictions dans les déclarations, les déplacements inexpliqués, les achats de matériaux, tout semblait désormais pointer dans la même direction. Quelques jours plus tard, une découverte supplémentaire renforça en sens les soupçons. Dans l'espace caché, les techniciens retrouvèrent plusieurs notes rédigées par une écriture enfantine. Certaines étaient incomplètes, d'autres étaient difficiles à lire, mais plusieurs passages indiquaient clairement que Jessica savait passer du temps dans cet endroit. Cette révélation bouleversa même les enquêteurs les plus expérimentés. Pendant 2 années, ils avaient travaillé sur une disparition internationale. Or, les premiers indices suggéraient désormais que Jessica avait peut-être été maintenue dans cette maison après le voyage. Si cette hypothèse était correcte, alors l'horreur dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé jusque-là. Et l'homme qui se trouvait encore dans un lit d'hôpital était devenu le centre absolu de leur attention. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, ils pensaient être sur le point de comprendre ce qui s'était réellement passé. Mais avant de pouvoir révéler toute la vérité, ils devaient encore démonter pièce par pièce le mensonge qui semblait avoir commencé bien avant ce fameux jour dans le marché colombien. Après la confirmation de l'identité de Jessica, l'enquête entra dans une phase entièrement nouvelle. Pendant plus de 2 ans, les autorités avaient travaillé à partir d'une hypothèse centrale. Une disparition survenue dans un marché colombien. Cette hypothèse s'effondrait. Les enquêteurs commencèrent à reconstruire l'affaire depuis le début. Chaque événement fut réexaminé. Chaque déclaration fut comparée aux nouvelles preuves. Et très vite, une conclusion s'imposa. Ethan Mercer n'était plus un simple témoin. Il était devenu le principal suspect. Ces spécialistes analysèrent l'espace secret découvert derrière la cloison. Les résultats furent troublants. La pièce n'avait pas été créée rapidement ou de manière improvisée. Sa construction avait demandé du temps, de la préparation et plusieurs modifications successives. Les matériaux correspondaient à des achats réalisés par Ethan plusieurs mois avant le voyage en Colombie. Cette découverte modifia complètement la chronologie de l'affaire. Si l'espace existait avant les vacances, alors il ne pouvait pas avoir été construit en réaction à la disparition. Il avait été préparé à l'avance. Les enquêteurs revinrent alors aux anciens relevés financiers. Ils examinèrent les reçus, les commandes de matériaux, les achats de serrures, les dépenses liées aux travaux. Tout semblait désormais s'emboîter. Puis vint l'analyse des notes retrouvées dans la pièce. Certaines étaient extrêmement difficiles à déchiffrer. D'autres étaient plus lisibles. Jessica y décrivait son incompréhension. Elle écrivait qu'elle voulait rentrer à la maison. C'était où se trouvait sa mère. Elle notait les jours comme elle le pouvait. Plusieurs passages étaient interrompus brutalement. La lecture de ces documents provoqua un profond choc chez les enquêteurs. Ils comprenaient progressivement que la vérité était probablement bien plus terrible qu'un simple homicide. Les analyses médico-légales révélèrent également un autre élément essentiel. Jessica n'était pas décédée au moment de sa disparition. Les experts déterminèrent qu'elle avait survécu longtemps après le voyage. Cette conclusion transforma définitivement l'affaire. Le récit d'Ethan devenait impossible. La fillette n'avait pas disparu dans un marché. Elle avait quitté la Colombie vivante, et quelqu'un l'avait ramenée aux États-Unis. Toutes les preuves pointaient dans une seule direction. Les autorités décidèrent alors d'interroger Ethan dès que son état médical le permettrait. Lorsqu'il apprit qu'il faisait désormais l'objet d'une enquête criminelle, il nia immédiatement toute implication. Selon lui, la découverte n'avait aucun sens. Il prétendait être aussi choqué que tout le monde. Les enquêteurs lui demandèrent alors d'expliquer comment les restes de Jessica avaient pu être retrouvés dans une pièce secrète aménagée dans sa propre maison. Il répondit qu'il l'ignorait. Cette réponse fut suivie d'un long silence. Puis les policiers commencèrent à lui présenter les preuves. Les matériaux de construction, les factures, les relevés bancaires, les témoignages, les notes retrouvées, les incohérences dans ses déclarations. Au fil des heures, son assurance commença à disparaître.
Pour la première fois depuis le début de l'affaire, il semblait incapable de contrôler la situation. Pendant plusieurs jours, les interrogatoires se poursuivirent. Chaque fois, les enquêteurs revenaient aux mêmes questions. Pourquoi avoir construit cet espace? Pourquoi avoir menti sur certains déplacements? Pourquoi les objets de Jessica se trouvaient-ils dans sa maison? Pourquoi les notes écrites par la fillette avaient-elles été retrouvées derrière la cloison? Finalement, les contradictions devinrent impossibles à maintenir. Face à l'accumulation des preuves, Ethan demanda à parler de nouveau aux enquêteurs. Cette fois, son attitude avait changé. L'entretien dura plusieurs heures. Au début, il tenta encore de minimiser certains faits. Puis il commença lentement à raconter ce qui s'était réellement passé. Selon ses aveux, le voyage en Colombie n'avait jamais été une simple excursion familiale. Depuis plusieurs mois, il se nourrissait une obsession croissante pour le contrôle de sa famille. Il craignait qu'elle ne finisse par le quitter. Il supportait de moins en moins l'idée de perdre l'environnement qu'il avait construit autour de lui. Au lieu de chercher de l'aide, il avait commencé à élaborer un projet. Le voyage constituait central de ce plan. La disparition dans un pays étranger devait fournir une explication parfaite. Une fois sur place, il avait créé les circonstances permettant de faire croire à un enlèvement. Le marché bondé, la confusion, les témoignages contradictoires. Tout cela avait été anticipé. Mais la révélation la plus choquante concernait ce qui s'était produit ensuite. Les enquêteurs découvrirent qu'Ethan avait utilisé une série de manipulations administratives et de faux documents pour ramener Jessica aux États-Unis sans attirer l'attention. La fillette avait été maintenue cachée dans l'espace aménagé derrière la cloison. Pendant une longue période, elle avait vécu pratiquement isolée du monde extérieur. Les notes retrouvées constituaient la preuve silencieuse de cette captivité. Selon les éléments recueillis, Ethan expliquait régulièrement à Jessica qu'il la protégeait. Il lui promettait qu'elle reverrait bientôt sa mère. Ces promesses n'étaient jamais tenues. Avec le temps, les conditions de vie de la fillette se détériorèrent. Les enquêteurs établirent que Jessica était finalement décédée à la suite de négligences prolongées et des conséquences de son enfermement. Après sa mort, Ethan avait conservé l'espace secret intact. Puis il avait poursuivi sa vie comme si la disparition demeurait un mystère irrésolu. Lorsque les aveux furent confrontés aux preuves matérielles, les enquêteurs purent reconstituer pratiquement toute la chronologie. Chaque élément trouvait enfin sa place. Les travaux réalisés avant le voyage, les déplacements inexpliqués, les incohérences administratives, les témoignages, les objets retrouvés, tout convergeait vers la même vérité. L'affaire fut transmise au tribunal. Les chefs d'accusation étaient extrêmement lourds: enlèvement, séquestration, maltraitance, homicide, fraude documentaire, obstruction à la justice. Le procès attira une attention considérable. Pendant plusieurs semaines, les jurés entendirent les témoignages des enquêteurs, des experts médico-légaux, des proches de Jessica et de nombreux spécialistes. Les notes écrites par la fillette furent présentées comme l'un des éléments les plus bouleversants de toute la procédure. À l'issue du procès, Ethan Mercer fut reconnu coupable sur l'ensemble des chefs majeurs retenus contre lui. Le juge souligna le caractère prémédité de ses actes, ainsi que la durée exceptionnelle de la tromperie qu'il avait imposée à sa famille, aux autorités et au public. La sentence fut sans équivoque. Une peine de prison à vie sans possibilité de libération anticipée. Lorsque le verdict fut prononcé, plusieurs enquêteurs présents dans la salle éprouvèrent un sentiment rare dans ce type d'affaires. Après des années de mensonges et d'incertitudes, ils avaient enfin obtenu toutes les réponses. Jessica avait été retrouvée. Le coupable avait été identifié. Le mobile avait été établi. La chronologie avait été reconstruite. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, il ne restait plus aucun mystère à résoudre. Seule demeurait désormais la douleur laissée derrière cette vérité tragique. Lorsque l'affaire prit fin, Silver Creek ne retrouva jamais complètement le calme qui existait à la disparition de Jessica Ray Whitmore. Pendant plus de 2 ans, la communauté avait cru qu'une enfant avait été enlevée à des milliers de kilomètres de chez elle. La réalité s'était révélée bien plus proche et bien plus terrible. Lauren Whitmore dut apprendre à vivre avec une vérité qu'aucun parent ne devrait avoir à affronter. Pendant longtemps, elle avait cherché sa fille dans des pays, des villes et des pistes sans issue, alors que Jessica se trouvait dans la maison qu'elle avait autrefois considérée comme un foyer. Malgré cette douleur, elle décida de participer à plusieurs initiatives destinées à aider les familles confrontées à des disparitions d'enfants. Pour elle, préserver la mémoire de Jessica était devenu une mission essentielle. Les enquêteurs, eux aussi, furent marqués par cette affaire. Beaucoup reconnurent qu'elle leur avait rappelé l'importance de remettre en question chaque hypothèse, même lorsqu'une explication paraît évidente. Le récit de la disparition dans un marché étranger
avait orienté l'enquête pendant des années. Pourtant, la vérité se cachait derrière un mur, dans une petite pièce que presque personne n'avait remarquée. Jessica fut finalement enterrée près de sa famille. Ses camarades d'école, devenus plus âgés, assistèrent à la cérémonie. Plusieurs enseignants étaient présents. Des habitants déposèrent des dessins, des fleurs et de petits carnets en hommage à l'enfant curieuse qu'ils avaient connu. Son histoire demeure aujourd'hui un rappel douloureux que les apparences peuvent être trompeuses et que certains secrets restent invisibles pendant longtemps. Mais grâce à la persévérance des enquêteurs et à la découverte qui a changé le cours de l'affaire, Jessica a finalement obtenu ce qui lui avait été refusé pendant des années, la vérité. Et si tu apprécies les enquêtes criminelles détaillées qui vont jusqu'au bout des mystères, pense à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine affaire.